Alors, terminons ce chapitre avec la section 7.5 sur les référentiels non inertiels. Bon, on a parlé un petit peu, je n'ai parlé rapidement il y a quelques chapitres, de ce qu'est un référentiel inertiel et non. Donc, un référentiel inertiel, c'est un référentiel non accéléré. Donc, un référentiel, c'est un système de référence. Ça peut être une planète, un vaisseau spatial, qui se déplace à vitesse constante dans l'espace. Dans le fond, le meilleur référentiel inertiel que je pourrais prendre, c'est ça. C'est un vaisseau spatial dans le fin fond de l'espace qui se déplace à vitesse constante. Un référentiel qui est non accéléré. Oui, parce qu'en réalité, on n'est pas dans un référentiel inertiel sur Terre pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est assez évidente, c'est que la Terre tourne sur elle-même. Donc, si la Terre tourne sur elle-même, ben moi, qui est à la surface de la Terre, je tourne autour de la Terre d'un rayon R. Donc, je suis en train de subir un mouvement circulaire uniforme. Ce qui veut dire que je suis présentement accéléré par une accélération centripète, donc je subis une force centripète. Regardez, on sait que dans un référentiel inertiel, ben, si je lance une balle vers le haut, ben, normalement, elle devrait retomber dans mes mains. Parce que si le référentiel se déplace à vitesse constante, mais la balle a cette même vitesse-là en X, puis elle retombe dans mes mains. Donc, par exemple, on pourrait dire, si je suis sur un train, dans un train qui va à vitesse constante, si je lance une balle vers le haut, elle va retomber dans la main. Maintenant, c'est parce que le train est un référentiel inertiel dans ce cas-ci. Mais si le train accélérait pendant que je lance ma balle, qu'est-ce qui arriverait? Dans le fond, au moment où je lance ma balle, le train a une certaine vitesse, on va dire VI. La balle aussi. Je lance la balle. La balle, une fois qu'elle est lancée, elle, il n'y a plus rien qui l'accélère. T'sais. Donc, elle va faire son mouvement de haut. Elle va monter, elle va descendre. Sauf que le problème, c'est que moi, dans le train, je vais continuer à accélérer. Donc, la balle va monter, mais moi, vu que j'accélère encore, je vais aller plus vite à la fin que j'allais au début. Donc, pour moi, qui est dans un référentiel non inertiel, ben, je me dis, les lois de Newton ne fonctionnent pas parce que je lance une balle vers le haut, puis elle se retrouve en arrière. Donc, si on prend la même logique que dans un référentiel inertiel, ben, ce qu'on se dirait, c'est, il y a une force qui tire la balle vers l'arrière. On sait très bien qu'il n'y en a pas de force. Dans le fond, ce qu'on observe dans le train, qui est accéléré, c'est une force fictive. Il n'y a pas de force. Dans le fond, c'est moi qui est accéléré vers l'avant, puis ma perception, c'est qu'il y a une force qui tire la balle vers l'arrière. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de force. Ce que j'observe, c'est une force fictive. De la même façon où, quand on prend un virage en automobile, puis ça, c'est souvent peut-être l'erreur qu'on fait quand on y réfléchit la première fois. On prend un virage, puis si on le prend assez serré, ben c'est pas long qu'on va, disons que je tourne vers la droite, je vais me sentir projeté vers l'extérieur. Donc, ma réflexion, c'est de me dire, oh boy, tu sais, il y a quelque chose qui me tire vers l'extérieur, il y a une force qui me tire vers l'extérieur. Mais le problème dans ce raisonnement-là, c'est que on n'est pas dans un référentiel inertiel. Je suis dans une automobile qui est accélérée vers le centre du rayon de courbure. Donc, il n'y en a pas de force parce que si on prend un observateur qui regarde tout ça de l'extérieur, en fait, si j'ai mon chemin qui est comme ça, ben si je prends un virage, si je me sens projeté vers l'extérieur, c'est pourquoi en réalité? C'est parce que mon corps, ce qu'il veut faire, c'est continuer en ligne droite, lui. Mais il ne peut pas, parce que l'auto tourne. Donc la sensation d'être projeté vers l'extérieur, c'est justement parce qu'on nous les contraintes physiques nous empêchent de suivre la première loi de Newton, la trajectoire qui est rectiligne. Donc, notre cerveau, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une force qui nous projette vers l'extérieur, mais en réalité, c'est pas ça du tout, parce qu'on va de l'extérieur. Non, il n'y a pas de force. Tu continueras en ligne droite. Si la somme des forces est égale à zéro, on continue le mouvement en ligne droite.
En réalité, la vraie force qu'on a, c'est une force qui me retient vers l'intérieur, qui m'empêche de partir en ligne droite. La vraie force, c'est la force centripète qu'on a vue tantôt. Mais dans mon référentiel inertiel, si je me dis que j'ai une force qui me tire vers l'extérieur, bien cette force-là devient une force fictive. Ce n'est pas une vraie force. C'est une perception que j'ai. Puis cette force-là, on la nomme la force centrifuge. Donc, quand on parle de force centrifuge, juste considérer que c'est une force fictive. C'est en réalité l'inverse de la force centripète. C'est la perception. Force fictive. L'apparition de force fictive, on va l'avoir aussi dans les cas. Là, je vais faire référence à un. Tu sais, dans les terrains de jeu pour enfants, on retrouve souvent ça, là, un plateau tournant avec des rampes pour pouvoir s'accrocher. Là. Puis ce plateau tournant-là, généralement, il est fait en 4 sections. Là. Vous avez une rampe ici, une rampe là, une rampe là, une rampe là. Donc là, on peut avoir un passager, disons, un enfant qui se tient ici, un enfant qui se tient là, puis il y en a un autre qui se prend ici, là, puis là, il pousse, là, il pousse. Puis, ah ouais, là, on veut faire tourner la fameuse eau. Donc, ce plateau tournant-là, ben là, si je vous pose la question, est-ce que c'est un référentiel inertiel? C'est sûr que si je suis sur le plateau tournant, puis que je me déplace en tournant, ben là, je subis une force centripète. Là. Je suis accéléré vers le centre. Donc, le plateau tournant lui-même, s'il tourne, c'est clairement pas un référentiel inertiel. Puis, il y a un paquet de choses bizarres qui peuvent se passer là-dessus. Donc, disons que je suis à cette position-là ici, à ce moment-là. Je le place ici comme ça. Si je suis à cette position-là sur le plateau tourne. Donc, dans mon référentiel non inertiel qui est le plateau, je suis avec un ballon. Puis, ce que je fais, je m'arrange pour viser le centre du plateau. Donc, il faut s'imaginer, je suis dans le plateau qui tourne, puis mon but, c'est de viser le centre du plateau. Donc, ce que je fais, c'est que je fais en sorte, donc ma visée, c'est vers le centre du plateau. Je vais avoir une vitesse initiale pour mon lancer. Et là, vu que le plateau tourne, ce que je vais apercevoir, en fait, c'est que quand je vais lancer le ballon, donc ma perception, c'est que le ballon va se diriger dans cette direction-là. Même si j'ai voulu le lancer en ligne droite vers le centre, puisque je suis dans un référentiel qui est non inertiel, je vais voir apparaître une force fictive qui va faire comme si le ballon était dévié vers la gauche par une certaine force. Mais cette force-là, elle n'existe pas en réalité. Cette force-là, c'est une perception que j'ai puisque je suis dans le référentiel qui est en inertiel. Parce que si on prend un observateur qui est à l'extérieur de tout ça et qui regarde la situation, ce que l'observateur va voir, c'est que je lance le ballon va en ligne droite, mais moi, vu que je continue à me déplacer par rapport au ballon, ben, en termes relatifs, je vais avoir l'impression que le ballon suit une courbure. Puis cette courbure-là, ben, si je changeais le sens de rotation de mon plateau, ben, la courbure changerait de sens aussi. C'est pas évident à voir. C'est pour ça que j'ai préparé une animation pour mieux le visualiser. Donc, pour vous montrer de quelle façon les forces fictives apparaissent dans les référentiels non inertiels, ben, j'ai cette animation-là ici qui peut nous montrer la différence entre ben, le même phénomène vu du point de vue d'un référentiel qui est inertiel et du point de vue d'un référentiel qui est non inertiel. Donc, j'explique la situation. Donc, si je fais tourner la table, ça ressemble à ça. Donc, et puis, vous avez le référentiel XY qui est la Terre, en fait, qui est comme immobile. Puis, vous avez ici le plateau tournant qui se met à tourner. Bon, je peux changer la vitesse de rotation. Donc, c'est certain qu'on peut oublier les vecteurs pour l'instant, mais si j'augmente la vitesse de rotation,
ben, on remarque que le plateau facilement tourner plus vite. Donc, la différence entre les deux référentiels, c'est qu'ici, j'observe du point de vue de la Terre qui est immobile, et puis le plateau tournant tourne par rapport à la Terre. Puis, du côté droit, c'est comme si je me plaçais dans le référentiel du plateau tournant. Donc, imaginons qu'on est le point bleu ici. Bien, si on est dans le référentiel du plateau tournant, ce qu'on voit, en fait, c'est le décor autour de nous qui se déplace. Donc, le décor, c'est le référentiel de la Terre qui est symbolisé par les axes X et Y, comme ça. Donc, c'est un peu comme si je plaçais une caméra qui était fixe au-dessus du plateau tournant. Donc, le plateau est immobile par rapport à nous. Bon, la différence maintenant, c'est que si dans ma situation, ce que je peux faire, c'est prendre, on imagine, là, je suis sur le plateau tournant, puis je prends un ballon, puis je le lance. Donc, disons que je veux lancer mon ballon vers le centre du plateau tournant. Donc, je suis à une extrémité du plateau, et puis j'oriente mon lancer pour lancer le ballon vers le centre du plateau tournant. Si le plateau tournant tourne, bien, c'est certain que par rapport au référentiel inertiel qui est la Terre, ça c'est ma vitesse de rotation, ici ma vitesse tangentielle, même si dans mon référentiel non inertiel qui est le plateau, même si je vise le centre du plateau, bien, le ballon va quand même acquérir une vitesse qui est égale à la vitesse tangentielle du plateau. Donc, quand je vais lancer mon ballon, même si je vise vers l'intérieur de mon disque, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir... OK, je vais le refaire, là. Mais ce qu'on observe, c'est que du point de vue du référentiel inertiel, le ballon est lancé ici, puis il suit une trajectoire en ligne droite, là, comme la première loi de Newton nous dit. Il n'y a aucune déviation. Cette même trajectoire-là, si je l'observe dans le référentiel non inertiel, okay, donc dans le référentiel non inertiel, ce que je verrais, c'est que je lance le ballon, moi je vise vraiment vers le centre du disque, mais mon observation, c'est que la balle dévie, le ballon dévie, puis il va éventuellement changer de direction. Donc, je vais avoir l'impression qu'il y a une force qui fait en sorte que la trajectoire va dévier. Bien, c'est une force fictive. Donc, je vais avoir l'impression qu'il y a une force, mais en réalité, il n'y en a pas vraiment de force. Parce que dans le référentiel inertiel, on voit très bien que le ballon suit une ligne droite. Je vais recommencer. C'est sûr que si je fais une rotation qui est un petit peu moins importante, là, je vais le voir de quoi qui est. Des fois, la différence est moins significative. OK. Donc, on comprend maintenant que sur Terre, ben, ça ressemble un petit peu à un plateau tournant. C'est le même principe. Bon, oui, la Terre est sphérique, elle n'est pas plate, mais on va quand même on va quand même pouvoir observer des phénomènes de force fictive au niveau de la Terre. Donc, j'ai représenté la Terre ici, une belle sphère avec l'axe de rotation qui est vertical dans ce cas-ci. Puis la Terre tourne dans cette direction-là. C'est important d'avoir le bon sens de rotation parce que si on change de sens de rotation, toutes les forces fictives changent de sens. Ici, là, sur la Terre, la Terre fait une rotation par 24 heures. Ça veut dire que la vitesse, le nombre de rotations la vitesse angulaire est la même. Par contre, tout dépendamment d'où je me trouve sur Terre, si je me trouve ici, si je me trouve là, même si la Terre a la même vitesse angulaire, le rayon de la trajectoire, donc ici, si on se trouve ici, là, on fait une trajectoire circulaire de rayon, on va dire R1, puis si je me trouve ici, le rayon est beaucoup plus grand, c'est R2. Puis à l'extrême, on va avoir R qui vaut le rayon de la Terre, si je suis à l'équateur. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire que maintenant, si je prends, disons que je prends une masse d'air, donc ça c'est ma masse d'air, en vert, de l'air verte, qui se déplace,
Okay, parce qu'on sait que sur Terre, les pôles sont froids, l'équateur est plus chaud. Donc, qu'est-ce qui arrive normalement? Ben, c'est que on a un mouvement de convection. Okay, donc, l'air froid a tendance à vouloir se diriger vers l'équateur. Puis l'air chaud, ben, c'est le contraire, voudrait aller vers les pôles. Mais étant donné que la Terre tourne, ben, cet air froid-là qui veut se diriger vers l'équateur va avoir de la difficulté à se rendre. La raison pour ça, c'est que, disons qu'on donne une vitesse initiale, une vitesse pour la masse d'air, une vitesse qui est vers le bas. Bien, étant donné que cette masse d'air-là se trouve sur un rayon R1, elle possède aussi une vitesse de rotation. Ah oui, c'est ça, je ne l'ai pas dit, c'est que la vitesse de rotation ici, là, hein, la vitesse de rotation est beaucoup plus faible là que là. On s'entend qu'ici, je parcours beaucoup plus de mètres par seconde qu'ici. Ça veut dire que ma masse d'air a une vitesse, là, imaginons qu'elle est vraiment face à nous, ma masse d'air a une vitesse tangentielle vers la droite qui est égale à la vitesse tangentielle de la croûte terrestre à cet endroit-là. Mais là, plus la masse d'air se déplace vers le sud ou vers l'équateur, mais là, c'est une question de référence. C'est-à-dire que là, la masse d'air se déplace vers l'équateur, elle va toujours garder cette vitesse-là qu'elle avait au départ, mais plus ça va, plus la croûte terrestre se déplace rapidement par rapport à elle. Hein, parce que si je fais disons que je fais des flèches pour, ici, là, la croûte terrestre a la même vitesse que la masse d'air. Mais plus je m'approche de l'équateur, plus cette vitesse-là est grande. Donc, ma masse d'air, quand elle arrive ici, en fait, de façon relative, c'est comme si la Terre se déplaçait plus vite que la masse d'air. Donc, par rapport à la Terre, ce qui va arriver, c'est que la perception, c'est que la masse d'air va se déplacer vers l'ouest. Okay? Donc, on va voir apparaître une déviation de la trajectoire dans la direction ouest. Le principe vaut aussi pour une masse d'air qui serait à l'équateur puis qui se déplace vers le haut. Mais là, c'est le contraire. C'est qu'à l'équateur, la masse d'air va avoir une vitesse qui est la maximum possible, si on veut, là, au niveau tangentiel. Puis, plus elle se déplace vers le haut, bien, moins la croûte terrestre a une vitesse importante par rapport à la masse d'air. Donc, de façon relative, la masse d'air va avoir une plus grande vitesse que la croûte terrestre. Donc, l'illusion, ce qu'on aurait dans le référentiel de la Terre, c'est qu'on aurait l'impression que la masse d'air est déviée vers l'est. Okay? Donc, c'est le phénomène qu'on va observer. Puis, c'est un phénomène qui est à la base de la formation des ouragans, par exemple, dans les océans. Puis, si je vous dis la force de Coriolis, ben, la force de Coriolis, c'est ça. Donc, c'est une force fictive. T'sais, on aurait tendance à dire qu'il y a une force qui tire la masse d'air dans une direction, puis pour faire un mouvement circulaire. Mais c'est une force fictive. Ça se trouve avec la force de Coriolis. Ça fait le tour du chapitre 7. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, au plaisir de vous revoir en personne pour quelques exercices en classe.